chantier a ses propres unités de mesure, donc il faut piger, il faut comprendre les unités de mesure. C'est pour ça qu'au début de chaque chantier, si je suis nouvelle ici à Guédon, je vais venir avec ma pige vierge, hop, et je vais venir piger. Je vais venir noter les unités de mesure et je vais comprendre ces unités de mesure. Si on suit cette logique, ça c'est ma pige à Guédon. Si demain je vais à Notre-Dame par exemple, je vais avoir une deuxième pige. Jusqu'à là vous avez suivi. Tout au long de ma vie, je vais accumuler des expériences avec des piges. Et donc si j'ai eu 10 expériences dans ma vie, eh bien j'ai eu 10 piges. Ça marche très bien aux apéros, c'est là. La toise, elle nous en a donné aussi beaucoup. Déjà quand on dit toise quelqu'un, regardez quelqu'un de haut, elle est là, ça vient de là. Pareil, la toise qu'on va voir chez le médecin d'ailleurs, elle est là aussi. Et la dernière expression, alors elle est un peu moins gaie mais je l'aime bien aussi, les toises sont composées de 6 pieds. Vous voyez peut-être que je vais en venir, à partir du XVIe siècle, pour des normes d'hygiène, eh bien on enterre les morts à 6 pieds sur terre, et donc on va utiliser une toise. Voilà. En tout cas, nous, on va parler de quelque chose d'un peu plus gai, on va parler de géométrie. Je ne sais pas si c'est mieux, mais voilà. Donc nous, on va faire notre fameux plancher d'épure, à savoir que nous, on va parler de viscères, et surtout ce qu'on appelle les arcs. Les arcs, c'est la forme que vont prendre les ouvertures, les portes ou les fenêtres. Si vous regardez bien, elles ont toutes des formes un peu particulières, c'est ce qu'on appelle des arcs. Pour ça, on va faire ce qu'on appelle une ligne de naissance. Ça va être notre repère au sol qui va nous permettre, voilà, c'est notre repère au sol pour avoir une base déjà bien droite. Donc, on va prendre notre toise. Donc, moi je mets des repères, mais hop, hop. Et ensuite, on va utiliser notre meilleur ami au Moyen-Âge, le compas. Donc, on va parler déjà du roman. Nous, à Guédelon, en 1256, on a un chevauchement entre deux styles, le roman et le gothique. Le roman, on le connaît déjà très bien, on le maîtrise déjà très bien, puisque bon, il existe depuis l'Antiquité. Hein, donc celui-là, on le connaît tous. Pour ça, c'est très simple, on se met au milieu, on ouvre le compas, et on fait un seul coup de compas. On fait en gros un demi-cercle et ça nous fait une porte. Je sais que ça se voit pas, mais c'est une porte. Si je fais ce qu'on appelle les jambages, les pierres de part et d'autre, vous allez tout de suite comprendre. Donc, je fais ça grossièrement, et vous avez consulté. Hop. 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 Et là, j'ai ma porte. Ça, c'est ce qu'on appelle un arc plein cintre. C'est vraiment un demi-cercle. Maintenant, dans le roman, on en a un deuxième qui est très connu et très utilisé. C'est ce qu'on appelle l'arc surbaissé. Surbaissé, il tient son nom du fait que le point de centre ne va pas être au milieu comme on a fait tout à l'heure sur notre ligne de naissance, mais il va être surbaissé par rapport à cet axe. Donc, on va venir ouvrir un peu plus notre compas. On va faire une médiatrice pour trouver ce fameux point surbaissé. Là, j'ai un nouveau point. Et là, j'ai fait la porte par laquelle vous êtes peut-être passé pour venir dans le cours du château, par exemple. Donc tout ça, tout le roman, vous allez le retrouver par exemple dans les petites églises de village. C'est des édifices bas, enfin assez trapus, donc assez petits, mais avec des murs très épais. Tout simplement puisque les arcs, les portes, les fenêtres, ces ouvertures sont des trous dans les murs. J'extrapole, mais c'est des trous dans les murs. Donc il va falloir supporter tout le poids de la maçonnerie qui vient plutôt du haut. Avec cette forme, le poids il va plutôt être détourné sur les côtés, vraiment à l'extérieur. C'est pour ça qu'il va falloir avoir des murs très épais. Nous à Guédelon, ça peut aller jusqu'à 3,30 m, ce qui est déjà pas mal. Sauf que, je vous ai dit aussi qu'en 1256, nous, il y a le gothique qui apparaît. Et par contre, le gothique, lui, à l'inverse, son but, ça va être de faire des édifices très hauts et très légers. On va vraiment avoir quelque chose de volumineux. Et voilà, on va essayer de gratouiller un petit peu le ciel. Donc, c'est des édifices très hauts. Pour ça, on va essayer de faire des arcs plus hauts, tout simplement. Donc là, on va faire ce qu'on appelle des arcs brisés, un peu pointus sur le haut. C'est ce que vous allez pouvoir voir tout au premier étage, par exemple. Pareil, si vous allez dans les édifices religieux gothiques, à l'inverse, vous verrez plutôt qu'il y a plein de piliers qui vont s'enchaîner à l'intérieur. On n'a plus besoin de gros murs. On va même parler d'ossature. Donc pour ça, comme je parle d'édifices religieux, on va faire notre chapelle. Donc c'est ce qu'on appelle un arc brisé quart-point, puisqu'on a divisé notre ligne de naissance en quart, en 4. Donc, hop. Là, c'est pas un coup de compas, mais 2 coups de compas. Voilà. Mais c'est tout aussi simple. Hop. Et là, j'ai mon arc brisé. Bon, sauf que là, je vous ai dit qu'on faisait un plancher d'épure, et je vous rappelle, le plancher d'épure, c'est un plan détaillé à l'échelle 1. Donc échelle 1 qui veut dire grandeur nature, à la limite, ça va, mais par contre, détaillé, on n'y est pas du tout. Si je donne ça à mes amis tailleurs de pierre, ils vont me dire t'es bien gentil, mais on les met où nos pierres? Et là, c'est tout le principe du plancher d'épure de faire apparaître toutes ces pierres. Là, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle l'intrados, la partie à l'intérieur. Nous, on va devoir mettre l'extrados, la partie à l'extérieur, pour faire apparaître toutes ces pierres. Donc on va venir faire exactement la même chose en ouvrant un peu plus le compas. Hop.
Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire rayonner. C'est la partie la plus longue. Si vous voulez un café, c'est le moment. Je vais essayer de faire ça vite. Tac. Alors j'aurais pu garder le compas à chaque fois pour avoir le même espacement entre mes pierres, hein, mais ce qui compte surtout c'est d'avoir le même nombre de pierres à droite et à gauche. Et ensuite on va venir s'occuper d'une dernière pierre. La pierre qui est tout en haut, c'est ce qu'on appelle une clé. Alors vous avez peut-être entendu le mot clé de voûte, c'est très bien, sauf que là on est sur un arc, donc c'est plutôt une clé d'arc, mais c'est globalement la même chose. Et chez nous, vous verrez qu'elles sont toutes coupées en plein milieu, c'est ce qu'on appelle une clé double. Alors pour deux raisons. La première raison, c'est que les clés simples sont plutôt réservées pour les édifices religieux. Nous, on est dans un château fort, une structure militaire, donc on a envie de se démarquer un peu du monde religieux. Et la deuxième raison, c'est tout simplement qu'une clé simple, c'est plus compliqué à faire qu'une clé double. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, une clé simple va demander plus de travail, plus de temps, plus d'argent, etc. Alors qu'une clé double, c'est deux pierres qu'on va tailler indépendamment, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, etc. Ça va aller plus vite, moins de temps et donc moins d'argent. Donc ça va être entre autres le travail du maître d'œuvre de coordonner un petit peu toutes ces épures. Et ensuite, on va faire appel à nos amis les charpentiers pour nous faire des gabarits. Les gabarits, c'est comme les patins pour la taille de pierre. Si vous allez voir les tailleurs de pierre, justement, vous verrez que tout autour de leur atelier, il y a plein de planchettes qui pendent sur leur atelier. Et bien, c'est tous les gabarits qu'on a utilisés à Guédelon pour faire l'ensemble des ouvrages. Donc typiquement, je vous avais dit ici, notre épure, il est déjà à l'échelle grandeur nature. Ce qui fait que si j'ai envie de faire cette pierre-là, par exemple, eh bien, le charpentier, il va venir, il va tailler son gabarit directement sur l'épure, donc directement sur le plan. Comme ça, quand j'irai en taille de pierre avec mon gabarit, je sais que ma pierre, elle aura directement la bonne dimension, l'exactitude pour l'ensemble de l'ouvrage. Donc ça justement, ça me permet de rebondir sur le fait qu'à Guédelon, comme au Moyen-Âge, hein, c'est vraiment toute une chaîne opératoire qui va s'enchaîner. Hein. Tout le monde a besoin de tout le monde, un travail transversal si vous voulez. Typiquement avant qu'une pierre elle arrive dans le château, elle était en carrière, il a fallu l'extraire, ensuite il a fallu la tailler, on a dû faire le gabarit, il faut faire le mortier, etc. Bon bref, ça c'est ce que vous allez voir tout au long de votre journée. Hein. Mais voilà, savoir que les arcs, comme je vous ai dit, ça soutient, ça porte tout le poids de la maçonnerie en haut, donc il faut faire quelque chose de résistant et de durable dans le temps. C'est pour ça que si vous avez compris tout ce qu'on a fait là, vous êtes capable de faire un château chez vous. Bonne nouvelle. Je vous préviens, c'est un peu long, nous ça fait 28 ans et c'est pas fini. Mais pourquoi pas. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à venir me voir. Et puis sinon, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne fin de visite à Guédelon. Merci.